Ma Mission TV, le miroir du monde. Au centre de ces actions, entend œuvrer pour la diversification de l'économie et pour une croissance véritablement inclusive, c'est-à-dire impliquant une plus large participation de la population, tant au niveau de création de richesses que surtout au niveau du partage des fruits de la croissance. S'agissant de la diversification de l'économie, votre gouvernement projette les actions ci-après. La redynamisation de l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, la pêche et l'élevage. La consolidation de la base industrielle en favorisant une plus large transformation locale de produits agricoles et miniers, l'implantation de parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales, le développement et la rentabilisation du tourisme, l'accroissement de l'implication économique des acteurs nationaux par l'élargissement de la classe moyenne nationale à travers des contrats de sous-traitance en faveur des PME et des PMI. L'éviction du chemin de fer par les réseaux routiers comme mode économique de transport d'intrants et de produits miniers, ainsi que l'insuffisance de l'énergie électrique pour soutenir l'expansion minière et améliorer les traitements de ces produits en RDC. De celles qui sont le prolongement de l'administration publique en poursuivant une mission d'intérêt général. Pour les premières, l'objectif était d'adapter leur mode de gestion à celui du secteur privé. Permettez-moi de rappeler ici que nos compatriotes n'ont plus besoin de nos discours qui sont souvent trop faits de promesses et de bonnes intentions mais non suivies de faits. Dès lors, la réforme du système éducatif n'est plus une priorité, elle est devenue une urgence, une étape essentielle. Une étape essentielle à l'œuvre de relèvement de sa qualité. Un accent particulier sera mis sur l'enseignement technique. Ma Mission TV, le miroir du monde. Déséquilibré de son rôle dans les joint ventures, en dépit de ses apports en nature constitués par ces gisements. Pour redonner de la vigueur à cette entreprise publique, mon gouvernement envisage de l'accompagner dans sa dynamique de transformation, de la doter d'une ou deux usines nouvelles modernes de façon à accroître sa capacité à 1000 tonnes de cuivre par an et de soutenir ses efforts dans la reconstitution d'un patrimoine minier certifié. En ce qui concerne les joint ventures, l'État continuera de suivre comme par le passé avec attention les discussions menées entre la GECAMIN et ses partenaires afin de bénéficier de la part du revenant normalement. À suite de ce problème, la GECAMIN, comme toutes les autres entreprises du secteur, est confrontée aux contraintes suivantes. Les débordements incessants et inquiétants de ces concessions par l'exploitation artisanale, l'éviction du chemin de fer par les réseaux routiers comme mode économique de transport d'intrants et de produits miniers, ainsi que l'insuffisance de l'énergie électrique pour soutenir l'expansion minière et améliorer
les traitements de ces produits en RDC. Quant au développement de l'exploitation minière artisanale, mon gouvernement veillera, conformément au code minier, à l'effectivité de la mise en œuvre des zones réservées à l'exploitation artisanale ZEA en Chine. De même, une attention particulière sera accordée à l'accompagnement des artisanaux par le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, qui pourra ainsi mettre à contribution les sociétés minières, notamment dans la découverture des zones d'exploitation artisanale ainsi attribuées. S'agissant de la problématique du transport des produits miniers, mon gouvernement s'engage à reconstituer la capacité d'intervention de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, avec le concours des opérateurs miniers eux-mêmes, grâce à un fonds alimenté par une quotité de la redevance minière et par leur propre contribution. Dans un premier temps, la priorité du gouvernement sera donnée à l'investissement pour la modernisation de la ligne Kolwezi-Dilolo. Ceci permettra d'améliorer l'interconnexion de l'intervalle minier avec l'océan Atlantique à travers le port de Lobito en Angola et d'atteindre les standards techniques du chemin de fer de Banguela, CFD, et d'accroître ainsi les performances du réseau congolais. En ce qui concerne singulièrement l'AMIBA, mon gouvernement attend faire reconvertir à cette entreprise sa place centrale dans l'environnement économique et social du Grand Kasaï en particulier et dans l'économie congolaise en général. Cette reconquête passe notamment par la réalisation de nouveaux investissements devant permettre l'exploitation de la roche-mère, la kimberlite, après épuisement des gisements avillonnaires. Toutes ces actions, y compris la certification des réserves du massif 1 du polygone minier, devront impérativement se réaliser dans le cadre d'un plan de relance ambitieux et cohérent. Il sied par ailleurs de souligner que la problématique des relances aussi bien de la SAMICA et celle de la SOMICA reste analogue à celle de deux entreprises évoquées, parce que ces dernières entreprises ont été délestées d'une bonne partie de leur gisement sans avoir la possibilité de poursuivre leurs exploitations en propre, faute de moyens financiers adéquats. Votre gouvernement y accordera également une attention soutenue. Dans ce même chapitre d'amélioration de la gouvernance, je m'empresse d'évoquer maintenant la problématique des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics. Comme vous le savez, honorables députés, une importante réforme a été initiée par le gouvernement depuis 2008 avec le concours technique du comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques de l'État, le COPIREP. Cette vaste réforme, initiée dans la vision des participations du secteur privé, visait à assurer au portefeuille de l'État un cadre juridique et institutionnel approprié, séparant les entreprises évoluant dans le secteur marchand
de celles qui sont le prolongement de l'administration publique ou poursuivant une mission d'intérêt général. Pour les premières, l'objectif était d'adapter leur mode de gestion à celui du secteur privé et de les rendre plus performantes et compétitives au même titre que toutes les autres sociétés soumises aux lois du marché. Pour les secondes, il s'agissait particulièrement de les conformer à la nature juridique de leurs activités et d'améliorer la qualité de leurs services. Après plus de 10 ans, seule la réforme juridique de ces entreprises est achevée. La situation des entreprises transformées en sociétés commerciales ne s'est guère améliorée, l'État ne les ayant pas suffisamment accompagnés, notamment dans la modernisation de leurs outils de production. Ainsi, le gouvernement entend mener à bout cette réforme sur base d'un état des lieux exhaustif de ces différentes entreprises. Pour clore ce chapitre, permettez-moi de me pencher brièvement sur l'impératif pour le gouvernement d'asseoir une gestion saine des finances publiques. Honorables députés, les finances publiques constituent, ainsi que chacun le sait, la clé de voûte des actions inscrites au programme du gouvernement. Dans le cadre de la gestion des finances de l'État, priorité sera accordée par mon gouvernement à l'accroissement des recettes budgétaires, à la rationalisation des dépenses, ainsi qu'à la maîtrise des déficits budgétaires en vue de stabiliser durablement l'environnement macroéconomique et se conformer à notre vision, vaincre la pauvreté. En ce qui concerne les recettes de l'État, mon gouvernement fera en sorte que la totalité des recettes devant être mobilisées par les régies financières puisse atterrir effectivement dans les caisses de l'État. À cet effet, un train de mesures sera mis en place consistant notamment à lutter contre le coulage des recettes, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Limiter strictement l'octroi des exonérations dérogatoires, veiller à la mise en circulation des imprimés de valeur sécurisés, informatiser le système fiscal en matière de déclaration et de perception des impôts. S'agissant des dépenses, votre gouvernement va s'assurer davantage de la qualité de la dépense et de la régularité des procédures budgétaires et exercera un contrôle régulier et efficace à tous les niveaux avec le concours de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes après que toutes ces deux institutions soient restructurées en profondeur. Dans le même élan, votre gouvernement s'emploiera à faire respecter rigoureusement la loi sur les marchés publics et à faire de l'appel d'offres le mode par excellence de passation des marchés publics. Mon gouvernement veillera à instaurer et généraliser l'usage des budgets programmes afin de faire ancrer dans nos services publics la pratique de gestion axée sur
le résultat. Je ne saurais terminer ce pilier sur la gouvernance sans évoquer nos rapports avec les institutions financières internationales, en l'occurrence le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Mon gouvernement va s'employer à définir un cadre stratégique national, coulant des priorités définies par le chef de l'État et à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour ouvrir la participation dans un bref délai de ces institutions et des autres partenaires aux efforts de développement de notre pays. Venons-en maintenant au 6e pilier du programme se rapportant à l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Honorables membres du bureau, honorables députés, l'État congolais ayant levé l'option de libéralisation économique, il va sans dire que l'exploitation de nos différentes potentialités repose largement sur les investissements privés que nous sommes appelés à attirer et à sécuriser. Pour ce faire, l'amélioration du climat des affaires, la promotion de l'entrepreneuriat et la classe moyenne apparaissent comme des nécessités impérieuses. Dans cette optique, le gouvernement s'engage à finaliser le processus de mise en œuvre du traité et des actes uniformes de l'OHADA, met en place une charte d'investissement qui va activer un système fiscal relatif aux sociétés industrielles ainsi qu'aux grandes, petites et moyennes industries extractives. Suivre et appliquer les indicateurs d'appréciation du climat des affaires édictés par Doing Business, susciter la culture entrepreneuriale pour permettre l'émergence d'une classe moyenne congolaise. À ce sujet, mon gouvernement veillera particulièrement à l'application rigoureuse sur la loi portant sur les activités de sous-traitance, afin d'amener les sociétés minières et autres grandes entreprises à conclure des contrats de prestation de services et d'exécution des travaux avec de petites et moyennes entreprises congolaises. Par ce biais, nous pouvons aider ces petites et moyennes entreprises congolaises à s'affirmer compétitivement sur le marché et ainsi contribuer à l'élargissement de la base d'une classe moyenne nationale. Du haut de cette tribune, je confirme que le gouvernement de la République va s'assurer également que désormais s'applique sans faille la législation sur le petit commerce réservée aux seuls nationaux. Lorsque nous parlons des investissements et autres conduites des affaires, je voudrais vous faire part de la volonté qui anime votre gouvernement à favoriser à travers un accompagnement spécifique et particulier l'émergence des grands hommes, des grandes femmes d'affaires congolais. En effet, il ne me paraît pas concevable, il est inconcevable que
dans un pays comme le nôtre, qu'elle continue à s'accommoder de la triste réalité qui veut que les grandes fortunes n'appartiennent qu'à des étrangers et que les autres et que les nationaux ne courent que derrière les petits intérêts. J'en appelle à toutes celles, à tous ceux des Congolais qui souhaitent entreprendre, d'avoir le courage de le faire. N'attendons plus le travail des autres, créons nous-mêmes du travail. Le 7e pilier du programme de votre gouvernement se rapporte à la diversification de l'économie et à la création des conditions d'une croissance inclusive. La République démocratique du Congo, grâce au dynamisme de son secteur extractif, figure parmi les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont connu des taux de croissance économique remarquables au cours de la dernière décennie. Cependant, cette croissance s'est avérée à la fois sujette aux aléas de la conjoncture internationale et globalement peu créatrice d'emplois directs. La majorité de notre population estime n'avoir pas tiré profit des effets de cette croissance. Les retombées sociales engrangées tendent à se limiter à ces îlots géographiques du fait notamment de la faible intégration d'une part entre divers secteurs productifs et d'autre part entre les différentes régions de notre pays. Par ailleurs, faute d'opportunités économiques et sociales viables dans l'arrière-pays, nous assistons de plus en plus aujourd'hui à l'exode rural, au dépérissement du secteur agricole. La montée des pressions démographiques dans les grands centres s'est accompagnée d'une urbanisation incontrôlée, du chômage de masse, sinon de la prolifération des activités de survie et du désœuvrement et de l'apparition du grand banditisme. Face à cette situation, votre gouvernement, fort de la volonté de toujours placer l'homme au centre de ses actions, entend œuvrer pour la diversification de l'économie et pour une croissance véritablement inclusive, c'est-à-dire impliquant une plus large participation de la population, tant au niveau des créations de richesses que surtout au niveau du partage des fruits de la croissance. S'agissant de la diversification de l'économie, votre gouvernement projette les actions ci-après. La redynamisation de l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, la pêche et l'élevage. La consolidation de la base industrielle en favorisant une plus large transformation locale de produits agricoles et miniers, l'implantation des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales, le développement et la rentabilisation du tourisme, l'accroissement de l'implication économique des acteurs nationaux par l'élargissement de la classe moyenne nationale à travers des contrats de sous-traitance en faveur des PME et
et de PMI. Ma conviction, confortée du reste par la vision du chef de l'État, est que la principale richesse de notre pays, contrairement aux idées reçues, la principale richesse de notre pays n'est ni le cobalt, ni l'or, ni le cuivre, ni même pas le diamant, mais plutôt l'agriculture, source d'une véritable croissance économique inclusive. Ce secteur mérite donc toute notre attention en raison de son caractère intensif à main-d'œuvre ainsi que sa capacité à contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté, laquelle est aujourd'hui aggravée par une véritable crise alimentaire et nutritionnelle, chose inconcevable dans un pays comme le nôtre. Les services dont le tourisme s'offre aussi comme un secteur porteur d'emploi. Le tourisme est considéré dans d'autres cieux comme un secteur à haut rendement, paraît à ce jour insuffisamment exploité dans notre pays. Il bénéficiera désormais de plus d'attention de mon gouvernement qui s'emploiera à mettre à profit les possibilités offertes par la nouvelle loi sur le tourisme pour rentabiliser les nombreux sites touristiques qui existent dans toutes nos provinces. L'inclusivité de la croissance implique également l'aménagement du territoire national, notamment en brisant l'enclavement qui frappe plusieurs proportions de notre territoire. Au-delà de l'immédiat qui touche à la réhabilitation ou à la construction des routes d'intérêt national et celle des dessertes agricoles, mon gouvernement entrevoit de réexaminer sérieusement le schéma national d'aménagement du territoire pour sa plus grande traçabilité en incluant la problématique des infrastructures de transport, de l'énergie, des communications et des télécommunications qui peuvent permettre de bâtir l'économie numérique dans notre pays. L'inclusivité de la croissance que nous envisageons est un processus qui va s'étaler dans le temps et nécessite un cadre de programmation des actions qui soient consensuelles et élaborées de manière participative en incluant l'ensemble des parties prenantes à l'action du gouvernement. C'est pourquoi mon gouvernement envisage de relancer dans les meilleurs délais la reprise de la finalisation du plan national stratégique de développement qui a été initié depuis 2015. C'est pourquoi mon gouvernement, au plan de la reconstruction, troisième et trois piliers clés, le 8e, le 9e et le 10e, entrent dans le cadre des actions que votre gouvernement entend mener en vue d'accélérer le processus d'émergence de notre pays. S'agissant du 8e pilier, relatif à la modernisation des infrastructures et à l'aménagement du territoire national, votre gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre d'une politique cohérente des investissements continus en infrastructures de base et communautaires. Il s'agit notamment des transports et communications, des routes, des rails, des voies fluviales et lacustres, des ports
et des aéroports. En réalité, la réalisation de ces investissements constitue la principale attente de nos populations et la condition nécessaire pour le développement de notre pays. Mon pays entend y consacrer une part notable des moyens publics et le recours au financement et le recours aux sources de financement innovants, notamment la promotion des partenariats publics-privés. Dans cette optique, certaines actions s'avèrent être urgentes. Il s'agit notamment de la modernisation et la construction des routes pour interconnecter les provinces et les territoires, aménager les voies navigables et moderniser les ports, construire le port à notre fond de Banana, réhabiliter et moderniser et construire les voies ferrées, moderniser les 54 aéroports et aérodromes sous la gestion de la RVA, redynamiser la compagnie aérienne nationale Congo Airways, notamment en accroissant progressivement sa flotte, renforcer la Poste dans son rôle de service postal universel. À ce propos, je voudrais accorder ici une attention spéciale à vous, députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, ici présents, qui m'avez gratifié de vos contributions pertinentes, de vos pertinentes contributions en la matière. C'est à travers les mémos qui ont été transmis par vos différents caucus provinciaux. Soyez rassurés que toutes ces réflexions et suggestions vont être prises en compte dans l'action gouvernementale. Permettez-moi de saisir cette occasion pour affirmer clairement la disponibilité de votre gouvernement à toujours demeurer ouvert aux propositions émanant des représentants de notre peuple que vous êtes concernant la marche de la nation. Ma détermination est de travailler en harmonie avec les élus et afin d'être à l'écoute et exclusivement au service du peuple congolais. En ce qui concerne le 9e pilier du gouvernement, du programme gouvernemental afférent à la promotion et au développement des technologies de l'information et de la communication, TIC, votre gouvernement entend mener les actions suivantes. Adopter la législation congolaise de TIC aux normes internationales et à l'évolution technologique. Interconnecter toutes les provinces en fibre optique. Accroître les capacités du personnel de l'État en outils informatiques. Renforcer la régulation. Merci. Renforcer la régulation et le contrôle des opérateurs de télécommunications. En tout état de cause, l'objectif ultime demeure celui de permettre l'augmentation du taux de pénétration des TIC et de diminuer sensiblement le coût des communications et accroître le revenu de l'État sur ce secteur. Quant au 10e pilier portant sur la création des conditions d'un développement durable et contribution à la lutte contre le changement climatique, dans ce domaine, le gouvernement affiche
l'ambition de faire jouer la République démocratique du Congo de tout son rôle dans les enjeux mondiaux relatifs à la lutte contre le changement climatique d'une part, et d'autre part, mettre en place des politiques innovantes destinées à préserver en faveur de nos générations futures nos forêts, nos cours d'eau, notre faune ainsi que notre flore. Parmi les actions envisagées dans ce domaine, il s'agira, entre autres, d'affirmer notre leadership mondial et africain dans le domaine de l'eau et de la forêt. Penser notre avenir en termes de développement durable qui se situera désormais à l'intersection entre l'économie, le social et l'écologie. Évaluer nos potentialités en biodiversité et veiller à leur équilibre. Protéger la forêt et les tourbières présentes au sein du bassin du Congo et mener au niveau international, mener un plaidoyer au niveau international pour attirer les financements y afférents. Protéger les communautés locales en veillant à la bonne gestion des concessions forestières ainsi qu'au cadastre irrélatif. Protéger les espèces animales et végétales en voie de disparition et celles qui émigrent dans les pays voisins. Honorables députés, permettez-moi de rappeler ici que nos compatriotes n'ont plus besoin de nos discours qui sont souvent trop faits de promesses et de bonnes intentions mais non suivies de faits. Leurs attentes quant à l'action gouvernementale ne concernent pas que la garantie des conditions de sécurité et de paix, la restauration des valeurs morales dans la vie publique, la construction du pays et la gouvernance de notre économie et de nos finances. Leurs aspirations les plus manifestes relèvent du vécu quotidien, celui de disposer d'un revenu permettant de se nourrir, se loger, s'habiller, se soigner, éduquer et instruire les enfants, ainsi que d'avoir des perspectives d'avenir. C'est pourquoi hormis certains aspects déjà pris en compte, les 5 piliers clés restants du programme de votre gouvernement ne se penchent exclusivement sur la dimension sociale et culturelle. Sur ce plan social et culturel, au titre du 11e pilier se rapportant à la condition sociale, 2 axes phares ont été retenus. Il s'agit de l'éducation comme clé du changement. Principal ascenseur social et de l'accès aux soins de santé pour tous, ainsi que l'assurance d'une couverture de santé universelle. Pour faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social, nous devons mettre en pratique le principe selon lequel chaque jeune Congolais a le droit d'accéder à égalité de chances à la scolarisation.
Ainsi que chacun le sait, la Constitution consacre l'obligation et la gratuité de l'enseignement primaire pour tous les enfants pour tous les enfants en âge de scolarité. Votre gouvernement va mettre en œuvre les conclusions de la deuxième table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base. Nous augmenterons autant que possible la capacité d'accueil et équiperont les écoles primaires et secondaires publiques en matériel scolaire de base. C'est en tête optique que votre gouvernement poursuivra le programme de réhabilitation, construction et modernisation des écoles dans toutes les provinces du pays, ce en veillant au principe d'équité. Par ailleurs, il n'est un secret pour personne que le niveau de l'enseignement dans notre pays a dramatiquement baissé. Dès lors, la réforme du système éducatif n'est plus une priorité, elle est devenue une urgence, une étape essentielle. Une étape essentielle à l'œuvre de relèvement de sa qualité. Un accent particulier sera mis sur l'enseignement technique et professionnel, lequel est censé produire les divers corps de métiers acteurs de la reconstruction nationale actuellement délaissée au profit des étrangers. Dans la même veine, cette réforme ira de pair avec l'amélioration du traitement du personnel enseignant, principal acteur de ce secteur clé de la vie. Votre gouvernement s'y penchera avec sérieux et détermination, car trop longtemps, nous nous sommes limités à faire le diagnostic amer sans y apporter des remèdes appropriés. Cette réforme concerne aussi l'enseignement primaire et secondaire, aussi bien que celui du niveau universitaire qui, chacun le sait, est miné par des antivaleurs de tout genre qui ont fini par discréditer nos universités. Nous devons mettre fin à cette ignominie, car notre pays mérite mieux que cela. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée au domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Honorables députés, la santé est un autre secteur qui mérite d'être pris en compte comme priorité du gouvernement. S'il est une chose sur laquelle il est peu probable que nous puissions nous diviser, c'est à coup sûr sur la nécessité de la mise en place d'une nouvelle politique sanitaire dans notre pays. Un peuple privé d'un système sanitaire adéquat est un peuple voué à la mort. C'est pourquoi votre gouvernement mettra tout en œuvre dans le cadre du plan national de développement sanitaire recadré 2019-2023 afin de permettre à chaque Congolais d'accéder aux soins de santé de base. En effet, comme embryon de la couverture sanitaire universelle, un paquet de soins essentiels sera assuré pour la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent.
Mon gouvernement s'engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour accroître la capacité nationale de riposte contre les grandes endémies qui sont le VIH, la tuberculose, le paludisme, ainsi que pour améliorer la lutte contre les épidémies de la rougeole, du choléra et particulièrement de la maladie à virus Ebola dans les zones affectées, sans oublier l'octroi des facilités médicales pour certains traitements spécifiques, notamment en faveur de la femme et de l'enfant. Ma mission TV, le miroir du monde.